Luke est le plus grand assassin du monde, trahi et projeté dans un autre univers. Mais tout bascule quand il découvre qu'il doit éliminer un dieu pour sa liberté, sauf qu'il préfère s'occuper de tous les autres d'abord. Avant cette nouvelle vie, Luke était sur sa dernière mission, nettoyant la mafia à la manière de l'agent 47. Bien qu'il fût le meilleur, il était las de cette violence. Mission accomplie, il fit son rapport une ultime fois, rêvant de pina colada et de séances de yoga intenses pour un nouveau départ. Pourtant, en plein vol vers sa nouvelle existence, l'avion fut soudainement détourné. Luke découvrit les pilotes morts et tenta de reprendre les commandes pour sauver tous les passagers, mais en regardant dehors, il vit un chasseur juste à côté, prêt à l'abattre. Il comprit alors que son organisation, celle qu'il servait fidèlement, l'avait trahi et voulait sa peau. L'instant d'après, il se retrouva aux portes de l'au-delà, le sang bouillonnant. Il se demandait pourquoi, après avoir dédié sa vie entière à être un assassin, gravi tous les échelons et excellé dans son art, il avait été trahi par ceux-là même pour qui il avait tant tué. Soudain, une main se tend. À son réveil, il se retrouve dans la salle du trône d'une déesse. Éprouvant de la pitié pour le meilleur assassin du monde qui a fini par se faire assassiner, elle lui offre une chance de se réincarner dans un nouveau monde avec tous ses souvenirs intacts. Cependant, Luke comprend immédiatement qu'il y a anguille sous roche et lui demande qui elle souhaite qu'il élimine. Elle le félicite pour sa perspicacité et lui révèle que, dans ce nouveau monde d'épée et de magie, elle veut qu'il assassine le héros. Avant qu'elle ne poursuive, Luke demande une pause pour exprimer ses sentiments. Il explique que toute sa vie, il n'a été qu'un outil sans âme et qu'après la douleur de la trahison, il désire désormais vivre pleinement sa propre existence en tant qu'être vivant. La déesse l'assure que tout ira bien pourvu que sa mission soit menée à terme, puis posant son doigt sur sa tête, elle lui transmet toutes les informations sur ce nouveau monde de A à Z. Ensuite, elle lui permet de choisir des compétences et des attributs spéciaux pour maximiser ses chances de vaincre le héros. Ensuite, elle invoque un portail et l'informe qu'il renaîtra en tant que fils noble d'une lignée d'assassins avant de l'expédier vers sa nouvelle existence. La première chose que Luke voit, c'est lui-même sortant de l'antre maternel, accueilli par son père, Sihin, qui le destine à être son héritier. La mère, Esri, craint de perdre Luke tout comme elle a perdu son premier enfant, Ruff, mais Sihin la rassure, promettant d'entraîner Luke pour qu'il devienne fort car le royaume aura grandement besoin de lui. Après quelques années passées au sein de sa nouvelle famille, Luke s'adapte à sa nouvelle existence. Bien qu'il ne puisse pas encore utiliser la magie, il entraîne son corps en chassant des lapins, veillant ainsi au développement optimal de ses muscles et de ses instincts. De retour chez lui, il apprend à optimiser ses ressources en cuisinant le lapin qu'il chasse, s'assurant ainsi d'obtenir tous les nutriments nécessaires à chaque repas. Une cuisine digne d'un grand chef à faire pâlir les candidats de Top Chef. Ses parents le félicitent pour son développement remarquable et Sihin est convaincu que son fils le surpassera. Pendant le repas, ils sont émerveillés par son ragoût de lapin à la crème et proposent avec enthousiasme de le servir comme spécialité familiale au festival des récoltes de cette année. En observant toutes ces interactions si chaleureuses, Luke se dit qu'il n'avait jamais connu un tel amour dans sa vie antérieure, jamais. Une fois le repas terminé, Luke se rend au donjon familial pour son rituel habituel avec son père, un examen de ses progrès. Cela permettrait à son père de déterminer si Luke était prêt pour la prochaine étape, celle de devenir l'héritier de la famille. Derrière la gentillesse et les sourires de son père se cache un homme que le royaume a désigné comme son expert médical principal, mais aussi comme l'un de ses assassins, exécutant les ordres royaux. Ils sont, en somme, les maîtres de la vie et de la mort du royaume. Pour Luke, c'était la famille idéale pour renaître, vu sa mission d'éliminer le héros. Après l'examen, le père juge Luke prêt à franchir une nouvelle étape, hériter des yeux mystiques de la famille. Ces yeux ont le pouvoir d'améliorer la vue et de permettre de percevoir le mana des autres, une arme considérée comme parfaite pour tout assassin. Sihin annonce qu'il va effectuer une procédure magique pour transmettre ce don à Luke et lui demande s'il a peur. Luke assure à son père qu'il est fin prêt et qu'il a une confiance absolue en sa capacité à réaliser l'opération en toute sécurité. Quelques jours après l'opération, Luke est assis au jardin avec sa mère. Voyant son fils, les yeux bandés, elle en profite pour le choyer, le couvrant d'affection et de ses généreux atouts. C'est alors que son père surgit pour retirer les bandages. Quand Luke court vers lui, les parents sont stupéfaits de le voir récupérer si rapidement. Une fois les bandages retirés, Luke réalise que ses yeux ont désormais des capacités bien au-delà de tout ce qu'il connaissait. Il pouvait distinguer des objets lointains avec une clarté parfaite et percevoir le mana circulant dans les êtres d'un simple regard. Puis, son père lui annonce qu'il a enfin trouvé ce que Luke réclamait, un tuteur de magie, une nouvelle qui enchante le jeune homme. Le jour de leur rencontre, sa mère oblige Luke à enfiler une robe, l'ayant toujours imaginé comme un James Charles en herbe. Luke n'a d'autre choix que d'obéir.
À l'extérieur, l'instructrice de magie fait son apparition et Luke est étonné de constater qu'elle est de son âge. La tutrice se présente comme Dia, issue de la famille Viconus, une lignée proche de celle de Luke et qui leur est d'ailleurs redevable. Pleine de fierté, elle leur démontre ses capacités magiques en provoquant une explosion digne d'une mini-bombe, prouvant ainsi qu'elle est une enseignante plus que digne pour l'héritier de la famille des assassins. Immédiatement après, Dia emmène Luke au jardin pour débuter l'entraînement qu'elle a minutieusement préparé, expliquant qu'elle lui enseignera tout ce qu'il doit savoir sur la magie en seulement 2 semaines. Pour entamer ce parcours, elle souhaite évaluer l'étendue de son potentiel magique. Elle lui tend donc une pierre de phare, un artefact conçu pour stocker le mana, et lui demande d'y infuser autant de son propre mana que possible. Luke obéit et au début, rien ne se passe, mais très vite, le mana commence à remplir la pierre, puis à s'en échapper en abondance. Voyant cela, Dia panique, s'exclamant qu'il est tout bonnement impossible pour quiconque de posséder une telle quantité de mana. Ignorant que Luke possède une compétence de récupération rapide, plus le mana s'y déverse, plus la pierre devient instable. Au moment où elle se fissure, Dia hurle de la jeter. Quand Luke la lance vers le ciel, la roche explose avec une énergie magique, rivalisant avec le Genkidama de Goku, et envoie des ondes de choc qui font vibrer tout autour d'eux. Sihin et Esri se précipitent aussitôt dehors, alertés par le vacarme. Quand ils interrogent Dia sur ce qui s'est passé, elle craint d'être tenue responsable. Cependant, en apprenant que leur fils est à l'origine de cette explosion colossale, ils le couvrent de louanges, le qualifiant de prodige et attribuent tout le mérite à l'enseignement de Dia. Ce qui surprend Dia par leur incroyable décontraction. Cette nuit-là, alors que Luke tente de trouver le sommeil, Dia entre dans sa chambre et s'installe de force juste à côté de lui, déclarant qu'elle sera désormais sa grande sœur. Luke est perplexe face à cette déclaration inattendue. Dia lui explique alors que son père doit sûrement lui cacher la vérité, ce qui ne fait qu'accroître sa confusion, mais il décide finalement d'accepter la situation et de s'endormir. Le lendemain, Dia reprend l'entraînement en déterminant son attribut à l'aide d'une pierre de détection. Elle est stupéfaite de découvrir que, contrairement à la plupart des gens, Luke est capable d'utiliser 4 attributs. C'est aussi rare qu'un bon service client en France, ou presque. Ensuite, elle lui enseigne comment convertir son mana en un attribut en touchant sa peau et en le guidant, une véritable première pour Luke. Elle l'assure qu'elle sera douce pour cette initiation et que l'expérience sera mémorable, en commençant par son attribut terrestre. Luke sent son mana prendre couleur et se voir attribuer un but. Elle lui demande à nouveau d'infuser une pierre de mana. Alors qu'il y canalise son pouvoir, Luke commence soudainement à percevoir des lettres se former distinctement dans son esprit. Quand il évoque ce phénomène, Dia lui explique que ces lettres représentent un sort. Dans leur monde, dit-elle, lorsqu'une personne puise du mana de son attribut, un sort lui est conféré comme une révélation divine. Et elle ajoute que plus on lance fréquemment ces sorts, plus de nouvelles incantations sont accordées. Pour les activer, il suffit de réciter l'incantation mentalement. Luke tente de suivre ses instructions, mais réalise très vite qu'il est incapable de déchiffrer les caractères qui apparaissent devant ses yeux. Après cet aveu, Dia fait une démonstration en lançant elle-même un sort, créant du cuivre à partir de rien. Après avoir observé attentivement, Luke répète l'incantation et tente de reproduire le même exploit. Cependant, sa prononciation est imparfaite. Au lieu d'un cuivre raffiné, il produit un métal qui ressemble étrangement au reste d'un festin de fast-food un peu trop épicé. Reconnaissant le problème, il demande à Dia de lui enseigner la prononciation correcte et elle accepte avec joie de le guider. Cette nuit-là, Luke continue ses études et s'apprête à aller se coucher lorsque Dia le rejoint. Elle lui confie son amour pour sa cuisine et lui demande comment il peut être si doué en tout, malgré son jeune âge par rapport au sien. Plutôt que de répondre, il esquive la question et lui promet de lui concocter des plats encore plus savoureux, ce qu'elle accueille avec joie. Plusieurs jours plus tard, Luke démontre ses progrès en présentant à Dia une pierre de cuivre parfaitement formée, d'une qualité identique à la sienne. Elle est ravie et le couvre de louanges, mais Luke est convaincu qu'il peut aller encore plus loin. Il lui propose de transcrire un sort afin qu'il puisse tenter de le lancer à partir d'une simple feuille de papier. Bien que Dia affirme que cela n'a jamais été réalisé, elle est profondément intriguée. Elle accepte donc et en rédige un qui concerne le fer. Lorsque Luke le lit et le lance avec succès, elle reste dans une admiration stupéfaite, se demandant pourquoi aucun mage n'a jamais eu l'idée de consigner les sorts de cette manière. En étudiant les incantations écrites sur papier, Luke remarque des structures répétitives et conçoit soudain une nouvelle possibilité à explorer. Il demande à Dia de transcrire tous les sorts qu'elle connaît, expliquant que s'ils partagent une formule commune, modifier certaines de ces parties pourrait être la clé pour créer des sorts entièrement inédits. Une fois la transcription achevée, Luke analyse la collection et a alors l'idée de créer un sort capable de produire de l'or. Il lui demande de tenter de le lancer elle-même, mais dès qu'elle essaie, son esprit se brouille et elle s'effondre, leur faisant craindre d'avoir mal conçu le sort.
Cependant, lorsque Luke lance le même sort, il fonctionne parfaitement à la grande stupéfaction de Dia. D'après ses observations, Luke en déduit que seuls les tisseurs de sorts comme lui peuvent créer de nouvelles incantations, mais il trouve une astuce, réécrire l'incantation sur papier comme s'il en était l'auteur. Et quand Dia lance le même sort à partir de son écriture, il fonctionne sans accroc. De l'or se matérialise dans ses mains. Folle de joie, elle déclare que si tous les nouveaux sorts qu'elle a créés sont transcrits par Luke, alors ils fonctionneront. Cela la ravit et il se tape le poing célébrant cette incroyable découverte. Quelques jours plus tard, ils s'éloignent de tout le monde pour expérimenter leur magie nouvellement créée sans attirer l'attention. L'une de leurs inventions conjointes donne naissance à la magie à l'américaine, un fusil qui utilise la magie du feu pour projeter des balles. Il nomme ce sort Feu. Si Dia est enchanté par cette nouvelle arme, Luke, lui, reste insatisfait, conscient qu'il lui faudra une puissance de feu bien supérieure pour vaincre le héros. Il modifie alors le sort et son expérience donne naissance à un véritable canon, ce qui sidère Dia qui n'avait jamais rien vu de tel. Quand il tire sur une petite île, celle-ci est entièrement anéantie, un sort que l'île d'Epstein mériterait bien d'ailleurs. Cependant, après un seul tir, le canon se fissure et Luke réalise qu'il lui faudra des matériaux bien plus résistants la prochaine fois. Dia exprime à quel point il doit être grisant de tirer avec une telle arme. Luke lui suggère d'en créer une elle-même, mais elle l'informe qu'elle n'a pas son niveau de mana et se contente parfaitement de son petit fusil. Cette nuit-là, Dia se blottit contre Luke, lui disant que c'est sa dernière nuit ici et qu'elle souhaiterait que ce moment dure éternellement. Luke se lève et, par magie, crée un couteau spécial forgé dans les matériaux les plus résistants qu'il ait pu produire, affirmant que cette lame est le fruit de leur entraînement commun. Il le lui tend et lui dit que sans elle, il n'aurait jamais pu maîtriser la magie. Dia rétorque aussitôt que sans lui, elle n'aurait jamais pu créer ses propres sorts, ce qui la pousse à aimer la magie plus que jamais auparavant. Elle lui tend ensuite son collier créé à partir d'une pierre de mana et lui demande de promettre de venir la voir quand elle en aura vraiment envie. Luke promet qu'il le fera et il scelle leur promesse par un serment du petit doigt. Le lendemain, les parents de Luke remercient Dia d'avoir été sa tutrice, mais elle les assure que le développement de Luke est avant tout le fruit de son propre travail. Après le départ de Dia, Sihin déclare qu'il est temps pour Luke d'apprendre les traditions de leur famille. Il emmène Luke dans une prison abritant des criminels condamnés et lui rappelle que le but de leur famille est de préserver la vie et d'éradiquer les maladies du royaume. Luke demande alors à son père pourquoi il ne l'a pas simplement élevé pour qu'il soit dénué d'émotions et devienne l'assassin parfait. Et Sihin explique à son fils qu'ils sont des êtres humains, pas de simples outils. Ils assassinent leurs cibles dans le but d'aider le royaume et non de massacrer aveuglément des innocents comme de vulgaires soldats. Le père présente ensuite à Luke une jeune femme condamnée pour vol, meurtre et incendie criminel. Sihin ordonne à son fils de l'exécuter par la méthode qu'il jugera la plus appropriée pour son entraînement. La jeune femme supplie désespérément qu'on lui accorde la miséricorde, plaidant pour sa vie, clamant son innocence. Mais Luke, lui, reste de marbre. Il tire calmement sa lame et lui tranche la main, expliquant que l'hémorragie la fera perdre connaissance et mourir sans souffrance. À cet instant, le masque de la jeune femme tombe, révélant sa véritable nature de monstre. Elle lui lance alors des insultes, lui souhaitant de pourrir en enfer avec les démons. Mais Luke se contente de lancer son couteau pour la faire taire définitivement. Des années plus tard, Luke accompagne ses parents au marché pour constater la prospérité de la région où vit sa famille. Son père exprime sa grande satisfaction quant à la croissance économique du secteur, l'attribuant même à la recette de ragoût à la crème que Luke a inventée. Pendant ce temps, sa mère tente de choyer Luke comme s'il avait encore besoin de son nectar maternel. Bien qu'il refuse ce traitement, en secret, Luke a sa propre mission. Utilisant ses yeux détecteurs de mana, il scanne la foule à la recherche de quiconque en posséderait. L'individu qu'il détecte s'avère être bien trop âgé pour lui être d'une quelconque utilité. Il poursuit donc ses recherches, espérant trouver un autre candidat, un assistant potentiel pour l'aider dans sa mission d'assassinat du héros. Cependant, dans tout le royaume, seuls les nobles et les personnes de haut rang possèdent du mana, ce qui rend le recrutement difficile pour Luke. Quelques jours plus tard, il s'enfonce dans la forêt pour chasser en prévision de l'hiver. Au plus profond des bois, une pauvre fille, faible et affamée, a été chassée par sa propre famille, faute de nourriture à lui offrir. À cet instant, une meute de loups s'approche, prête à la transformer en chair à pâté. Elle accepte pleinement son destin, celui de devenir le repas de ces bêtes affamées. Mais Luke surgit, abat le loup qui se jette sur elle d'une balle en pleine tête, puis descend et lui confie ses affaires pour pouvoir affronter ces créatures dans le cadre de son entraînement. Grâce à la magie, il forme des gantelets protecteurs autour de ses bras et une lame pour affronter ces loups affamés. Les bêtes tentent de le submerger, mais une par une, il les élimine avec une efficacité redoutable, comme s'il s'agissait de simples cibles d'entraînement plutôt que de véritables monstres. Quand le dernier loup s'effondre à ses pieds, Luke se tourne vers la jeune fille aux cheveux d'or et lui demande pourquoi elle se trouve seule si profondément dans la forêt. D'une voix faible, elle explique que sa famille l'a chassée pour qu'elle meure, car ils avaient trop de bouches à nourrir.
Un étranger de passage lui avait dit que la région où elle se trouve était riche, alors elle y a voyagé espérant que quelqu'un la recueillerait. Après avoir écouté son récit déchirant, Luke installe un campement et prépare du porridge. Une fois prêt, il remplit un bol et la prévient que si elle mange trop vite, elle n'aura pas de deuxième service. Elle le remercie avec gratitude et se met à manger. Pendant qu'il s'éloigne pour saigner les loups, qu'il a pendu, il se retourne et constate que son bol est déjà vide. Il lui sert alors une autre portion et en l'observant de près, il ressent une profonde pitié pour la situation qu'elle a dû endurer. Car le seigneur de sa terre natale est un tyran avide qui écrase son peuple déjà appauvri sous des impôts brutaux. Pour apaiser son anxiété, Luke lui révèle qu'il est le fils du seigneur de cette région, ce qui illumine instantanément son visage. Elle lui confie ensuite que Dieu lui est apparu en rêve, lui prédisant une rencontre fatale, et elle est convaincue que sa rencontre avec Luke est ce moment prédestiné. Cela surprend Luke, qui en conclut que la déesse l'a sûrement guidé vers lui, et il lui demande si elle aimerait venir vivre à ses côtés. Il lui promet que si elle accepte, elle n'aura plus jamais froid ni faim, avant d'ajouter qu'il a besoin d'elle. Entendre qu'elle est indispensable, ces mots résonnent en elle comme une évidence, et elle accepte avec une joie non dissimulée. Cependant, il la prévient qu'il n'est pas une bonne personne, car il a déjà ôté des vies et continuera à le faire à l'avenir, sa mission l'y obligeant. Malgré cet aveu, la jeune femme est convaincue qu'il est bon et exprime sa volonté de tout faire pour lui, pourvu qu'elle puisse l'accompagner. Elle se présente alors comme Tarte. Grâce à ses yeux magiques, Luke avait perçu dès le début qu'elle possédait du mana. Il est désormais pleinement convaincu que la déesse l'a envoyé ici pour l'assister dans sa mission ultime. Pendant ce temps, la déesse continue d'envoyer des élites dans ce monde, leur confiant la même mission qu'à Luke, éliminer le héros. Mais contrairement à lui, ils finissent tous en bons à rien, avec des ventres à bière et une fâcheuse tendance à trop faire la fête. De retour auprès de Luke, 2 ans se sont écoulés depuis qu'il a sauvé Tarte. Elle est devenue une jeune femme à faire tourner les têtes, le genre qu'on inviterait volontiers sur un canapé de casting. En tant que servante de Luke, elle le réveille et lui nettoie même le visage quand il mange, s'attirant les éloges des parents de Luke, ravis que leur fils ait trouvé une telle beauté pour combler tous ses désirs. Après le petit déjeuner, Luke emmène Tarte à la salle d'entraînement et, tout comme son père l'examinait autrefois, Luke examine à présent Tarte pour déterminer si elle est prête pour son entraînement d'assassin. Son père lui avait bien précisé en accueillant Tarte que Luke aurait l'entière responsabilité de la jeune femme, et si jamais elle venait à les trahir, ce serait à Luke lui-même d'enfoncer le poignard dans sa gorge. Luke a accepté ces conditions et l'a entraîné sans relâche pour en faire une redoutable assassin. Mais jusqu'à présent, Tarte peine toujours à manier l'arme de prédilection des assassins, le couteau, et se retrouve à terre chaque fois qu'elle tente une attaque surprise contre Luke. Cependant, au vu de son travail acharné et de son attitude, Luke est convaincu qu'avec un entraînement spécifique, Tarte pourrait devenir une arme redoutable à ses côtés. Mais il reste perplexe quant à la manière de rendre sa lance, son arme de prédilection, compatible avec la furtivité. Cette nuit-là, Luke découvre Tarte dans la salle d'entraînement, s'exerçant avec acharnement à maîtriser le couteau. En voyant Luke, elle s'excuse d'utiliser la salle sans sa permission. Mais Luke lui répond que c'est peine perdue à ce rythme vu son manque flagrant de talent avec cette arme. Tarte le supplie de ne pas la quitter, expliquant qu'elle n'a nulle part où aller et qu'elle est prête à tout pour lui. Luke la rassure et lui forge une lance unique, spécialement conçue pour une discrétion absolue. Forte de cette nouvelle arme, Tarte démontre ses talents de lancière, prouvant qu'avec le bon équipement, elle devient une combattante absolument redoutable. Elle découvre Luke, l'applaudissant chaleureusement et lui donnant son entière approbation, ce qui comble Tarte de joie. Le lendemain matin, Luke se réveille et découvre Tarte tranquillement allongée dans son lit. Il lui demande, un peu interloqué, ce qu'elle fait là. Elle lui explique qu'elle était venue lui apporter une tisane, l'a trouvé endormie et s'est glissée à ses côtés pour le contempler avant de piquer du nez elle aussi. Elle le remercie ensuite pour la lance et jure qu'avec elle, elle deviendra une personne sur laquelle il pourra entièrement compter. Luke note intérieurement que tout se déroule à merveille, exactement comme il l'avait prévu. Cependant, quand elle commence à lui cogner ses atouts sur la tête, il se dit qu'il a peut-être commis une petite erreur en choisissant cette drôle de demoiselle. De retour auprès de la déesse, elle se souvient avoir jadis guidé le plus grand samouraï de ce monde vers la même mission que Luke, mais après des années d'efforts et de progrès, le pauvre bougre a fini carbonisé, comme une brochette oubliée sur le barbecue. Pendant ce temps, Luke et Tarte se promènent au marché pour saluer tout le monde. Sur leur passage, les habitants offrent à Luke de nombreux cadeaux, le remerciant pour ses inventions géniales, comme des engrais modernes et un concombre vibrant pour leurs épouses, un vrai bienfaiteur. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, Tarte fait remarquer à quel point Luke reçoit souvent un accueil aussi chaleureux. Luke lui explique que c'est indispensable pour un seigneur qui gère toute une région, ajoutant que la gentillesse est essentielle pour gagner le cœur de son peuple, une chose qu'il n'avait jamais connue dans sa vie antérieure. Il lui tend une tomate et lui demande si elle aurait préféré naître dans sa famille. Tarte répond que si cela avait été le cas, elle n'aurait jamais eu la chance de devenir sa servante. Luke la rassure, lui affirmant que dans toutes les autres vies possibles, il l'aurait retrouvée quoi qu'il arrive.
En entendant cela, Tarte lui demande si Luke avait également eu besoin de gagner son cœur. Et Luke répond que oui, bien sûr, étant donné qu'il a absolument besoin d'elle. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Luke range méticuleusement les pierres de mana qu'il a remplies d'énergie. Après avoir analysé celles que Dia lui avait jadis offertes, il a découvert comment fabriquer ces pierres lui-même. Depuis, il les charge de mana pour créer des bombes, les stockant méticuleusement en prévision du jour où il devra affronter le héros. Alors qu'il finit de les ranger, Tarte frappe à sa porte. Quand elle entre, elle l'informe que son père requiert sa présence. Luke se rend immédiatement à la salle d'entraînement pour retrouver Xian et à peine a-t-il franchi le seuil que Xian lui demande déjà un rapport sur les progrès de Tarte. Il commence par expliquer que Tarte progresse de manière absolument brillante, mais Xian l'interrompt, lui demandant des nouvelles de l'autre progression. Luke rapporte alors à son père qu'il est désormais absolument certain que Tarte n'est pas une espionne, car si Xian a autorisé Luke à accueillir Tarte et à la former, il est resté profondément méfiant, persuadé qu'elle aurait pu être infiltrée pour dérober les précieuses techniques fanlifting familiales. Luke explique que depuis qu'il l'a secouru, il a surveillé de très près son comportement et ses moindres paroles, à la recherche du moindre signe de tromperie, mais n'a absolument rien trouvé. En entendant cela, Xian évoque le fait que c'est un miracle à 1 million contre 1 qu'une jeune fille dotée de mana se trouve par pur hasard dans les bois, au moment idéal pour que Luke la découvre. Mais il écarte cette idée, la considérant comme une pure et simple coïncidence divine. Ensuite, Xian révèle la véritable raison de sa convocation. Il s'agit de définir la prochaine étape de l'entraînement de Luke, et cette phase se compose de 2 éléments distincts, une épreuve théorique et un exercice pratique sur le terrain. Il déclare que si Luke réussit ces 2 épreuves, Xian le reconnaîtra officiellement comme un membre à part entière de la famille et commencera à lui confier de véritables missions d'assassinat. Confiant en ses capacités, Luke accepte sans hésiter. Xian annonce ensuite que l'épreuve sera un duel contre lui-même, précisant que la victoire n'est pas nécessaire, car il souhaite simplement évaluer les capacités de combat de Luke. Cette nuit-là, au cœur des bois, le duel entre assassins commence, et Luke utilise immédiatement tous les avantages à sa disposition. Dès qu'il aperçoit Xian, des flèches volent vers lui, mais Luke les dévie habilement avec ses couteaux, il charge son père et évite de justesse une entaille, mais lorsqu'il tente de contre-attaquer, Xian lui assène un coup de coude dévastateur sur la cheville de Luke, la brisant net. Utilisant sa jambe indemne, Luke repousse Xian et s'échappe juste assez longtemps pour se soigner grâce à la magie. Au moment où il achève de panser sa blessure, Xian a déjà disparu dans l'obscurité et Luke commence alors à élaborer un plan. Soudain, les buissons à côté de lui bruissent, le poussant à se déplacer, mais il réalise aussitôt que c'est un piège. Il l'évite, mais cette diversion n'était qu'un leurre, car Xian apparaît un instant plus tard de sa véritable position et le lacère d'un coup fulgurant. Les réflexes de Luke le sauvent de justesse, mais cette quasi-ratée le laisse exposé et Xian poursuit l'attaque sans relâche. Luke se met alors entièrement en défense, parant et évitant les coups jusqu'à ce qu'il trouve une infime ouverture pour frapper. Au moment où il frappe, Xian se retire une fois de plus dans l'ombre, accordant à Luke un bref répit pour reprendre son souffle et réfléchir. Il réalise que Xian a prédit ses mouvements et décide de tenter la même stratégie. Il tente de sentir la présence de Xian, mais l'assassin expérimenté se dissimule à la perfection. Le seul avertissement que Luke reçoit est l'approche soudaine de 2 lames venant de directions opposées. Il les dévie toutes les 2, mais Xian tombe d'en haut un instant plus tard, et Luke ne peut réagir à temps, recevant un coup d'estoc à l'épaule. Malgré cela, Luke a déjà glissé son propre couteau sous la gorge de Xian, s'assurant ainsi la victoire. Quelques heures plus tard, Xian aide Luke à panser ses blessures. Ce faisant, il admet qu'il ne s'attendait absolument pas à perdre. Luke rétorque que Xian aurait pu gagner sans difficulté puisqu'il n'a jamais eu recours à la magie. Tian n'est pas d'accord et critique même le refus de Luke de l'utiliser, mais Luke explique qu'employer la magie aurait complètement dénaturé le but de l'épreuve. Xian sourit, le félicitant d'avoir saisi la véritable intention de l'épreuve et déclare que tout ce qui manque désormais à Luke, c'est l'expérience. Après cela, le duo père-fils part en mission pour éliminer des nobles dégénérés et autres individus peu recommandables, Luke apprenant progressivement sous la tutelle de son père. Un jour, alors qu'ils rentrent chez eux après s'être occupés d'un patient, Xian explique que la dernière étape de l'entraînement de Luke consiste à apprendre à endosser une identité différente. Pour cette épreuve, ce sera celle d'un marchand. Xian explique qu'il y a des années, il a fait enregistrer un enfant fictif dans les registres de la compagnie commerciale Ballard, quelqu'un censé être né à peu près en même temps que Luke. Cet enfant, Elig Ballard, a été inscrit au registre familial car le patriarche Ballard devait une sacrée faveur à Xian. Xian instruit Luke que sa mission est de vivre sous l'identité d'Elig Ballard pendant les 2 prochaines années, d'apprendre le commerce et de bâtir son propre réseau. Quelques jours plus tard, une réunion d'adieu est organisée pour marquer le départ de Luke en présence de tous les membres de la famille.
Xian loue les accomplissements de Luke et presque tout le monde s'accorde à dire qu'il est prêt pour l'épreuve finale, à l'exception d'un certain Rona. Ce dernier déclare qu'il ne reconnaîtra jamais Luke comme le futur chef de famille, sa position d'héritier lui ayant été ravie dès la naissance de Luke. Pour résoudre le différend, Xian annonce que les deux s'affronteront en duel, le vainqueur étant reconnu comme héritier. L'instant même où ces mots quittent sa bouche, Rona sent une lame à sa gorge. Luke s'étant glissé derrière lui sans un bruit, Rona proteste que c'est de la triche. Kion ordonne alors à Luke de ranger son couteau et de se battre à main nue. En quelques secondes, Luke démontre l'écrasante différence de puissance en clouant Rona au sol tandis que la foule éclate en acclamations. Plus tard, Luke rend visite à Rona pour prendre de ses nouvelles et Rona admet son amertume d'avoir perdu face à quelqu'un de plus jeune. Luke lui dit de ne pas s'attarder là-dessus, faisant remarquer que si quelqu'un mérite de la rancœur pour avoir perdu contre lui, ce devrait être Xian. Rona est stupéfait, ayant toujours refusé de croire les rumeurs selon lesquelles Xian aurait perdu face à son propre fils. Luke l'assure que c'est la pure vérité et promet que lorsqu'il héritera de la direction de la famille, il traitera Rona avec équité à condition que Rona accepte de le servir. Il explique que Rona est un chevalier compétent et qu'il a besoin d'hommes forts comme lui. Ne voyant aucun inconvénient, Rona accepte. En retour, Luke lui offre une épée forgée dans le même matériau rare que le couteau qu'il avait jadis donné à Dia. Le lendemain, Luke et Tart quittent la région en route pour la ville de Miltiu où il commencera sa nouvelle vie sous le nom d'Elig Ballard. Dans cette même ville, il y a des années, un groupe de jeunes filles vivait dans la rue, survivant en offrant leurs services de guide aux nouveaux touristes. Leur leader, Maha, la raison principale de leur succès, est une fille vive d'esprit qui rêve un jour d'avoir sa propre maison pour y vivre avec toutes ses amies. Cependant, un jour, une pluie soudaine interrompt leur activité, forçant les filles à s'abriter sous leur abri de fortune et à compter les maigres gains de la journée. À ce moment précis, des brutes vicieuses surgissent et tentent de les capturer. Maha réagit instantanément avec sa magie, assommant un poursuivant et créant une ouverture pour que ses amis puissent s'enfuir. Les filles se dispersent et courent de toute leur force, mais les hommes parviennent tout de même à attraper Maha et deux autres. Elles sont jetées dans un chariot et emmenées de force vers un complexe en dehors de la ville. Là, le chef des brutes, Thorin, les accueille avec un sourire gras et leur annonce que cet endroit sera désormais leur nouveau foyer. Il ajoute que tant qu'elles obéiront comme de bons petits chiens, elles n'auront aucun problème. L'une des filles, Noan, proteste qu'elles n'ont jamais demandé à vivre dans un orphelinat, mais Lloyd, le type qui les a traînées là, lui répond en la frappant. Le gaillard les avertit que toute nouvelle défiance entraînera une punition bien pire qu'un simple coup. Les filles sont ensuite enfermées dans une maison exiguë où le reste de leurs compagnes ont déjà été confinées. Malgré tout, un certain soulagement se répand parmi elles en constatant que personne d'autre n'a été physiquement blessé. L'aînée des filles, Haïfa, explique qu'elle a appris que Thorin recueille les enfants abandonnés parce que l'épouse du seigneur régional offre des récompenses à ceux qui accueillent des orphelins. Et ce sale type compte bien empocher cet argent de la charité pour sa propre poche. Juste à ce moment-là, Lloyd revient portant un sac de nourriture, il le jette sur le sol et les informe que cela doit leur suffire pour une semaine entière. Après son départ, elles se partagent les maigres rations et préparent le peu de nourriture qu'elles peuvent. Assises autour de la table, elles fixent leur maigre repas en silence, l'incertitude pesant lourdement sur leurs esprits. Finalement, l'une d'elles force un sourire et rappelle aux autres qu'au moins elles sont toujours ensemble. Les jours suivants, elles sont traitées pire que des esclaves, brutalisées à la moindre erreur, tout en étant forcées d'accomplir d'innombrables corvées. Thorin réprimande Lloyd pour les avoir frappées, non par compassion, mais parce qu'il compte bien les prostituer et ne veut pas que sa marchandise soit abîmée. Un jour, Thorin fait visiter les lieux à un vicomte. Après avoir inspecté la marchandise, le vicomte paie Thorin et lui indique laquelle il souhaite s'amuser. Cette nuit-là, Lloyd convoque Haïfa et Maha à l'extérieur. Il éclabousse Haïfa d'eau et ordonne à Maha de la nettoyer minutieusement et de l'habiller avec l'une des plus belles tenues que les filles ont été contraintes de coudre. Une fois Haïfa apprêtée et parée, Lloyd l'emmène. Des heures plus tard, les filles dorment quand Haïfa revient, l'âme brisée et le corps souillé. Quand Maha la découvre, Haïfa est dans la grange, en larmes, suppliant qu'on la laisse seule, mais Maha reste silencieusement à ses côtés, la laissant pleurer. À partir de ce moment, Haïfa ne montrera plus jamais d'émotion. Chaque fois qu'elle est envoyée comme marchandise, une part de son âme lui est arrachée. Quand les autres protestent auprès de Lloyd, il les réduit au silence et peu de temps après, toutes les filles, à l'exception de Maha, subissent la même horreur aux mains de ces dégénérés. Une nuit, Noin revient d'une mission et se cache dans la grange, sanglotant exactement comme Haïfa l'avait fait autrefois. Une fois ses larmes taries, le désespoir la submerge et elle commence à se lacérer le visage avec une faucille. Maha lui arrache la lame, mais le mal est déjà fait. À travers ses larmes, Noin insiste qu'aucun homme ne voudra d'elle maintenant qu'elle est ruinée. Des années plus tard, Thorin et Lloyd commencent à discuter des perspectives de Maha et Maha les entend planifier de s'amuser avec elle avant de la vendre à un riche noble.
L'horreur la submerge et elle court à la grange, les souvenirs des expressions brisées de ses amis inondant son esprit. Là, elle lève une faucille, se demandant si se défigurer comme Noin l'a fait pourrait lui épargner son destin. Mais elle ne le fait pas car une voix calme l'appelle par derrière. Là, elle voit Luke agissant sous son alias Elig, qui la relève doucement, lui disant que les larmes ne conviennent pas à son joli visage. Plus tard, Thorin rassemble toutes les filles dans l'atelier et présente le nouveau venu, expliquant qu'il souhaite en adopter une. Luke marche directement vers Mara, lui demande ce qu'elle pense d'elle-même, puis déclare sans détour que c'est elle qu'il souhaite accueillir dans sa maisonnée. Thorin tente de le dissuader, mais Luke offre une somme d'argent bien plus importante que ce à quoi Thorin s'attendait. Et Thorin accepte à condition que Luke puisse avoir Mara dans 3 jours, prétextant que la jeune fille a besoin de préparation. Mara comprend instantanément l'horreur qu'il compte lui faire subir durant ces 3 jours et supplie désespérément Luke de la prendre immédiatement, mais Thorin la réduit au silence d'un regard menaçant. Luke le remarque et avertit Thorin que Mara appartient désormais à sa famille et ne doit absolument pas être blessée. Cette nuit-là, Mara est baignée et habillée pour sa première confrontation avec l'horreur. Alors que la calèche roule vers le client qui l'a acheté, Thorin se penche et lui murmure qu'à son retour, il aura son tour avant l'arrivée de Luke. Agissant par pur instinct, Maa se jette de la calèche en mouvement et s'enfuit à toutes jambes. Lloyd, lui aussi utilisateur de mana, la rattrape rapidement. Elle supplie pour sa liberté, mais il sourit narquoisement et lui dit qu'il ne la lui accordera que si elle le laisse avoir le premier aperçu. Alors que ses mains parcourent son corps, Luke apparaît soudainement et le met à terre sans ménagement. Thorin arrive quelques instants plus tard et tente d'interdire à Luke de la prendre, mais Luke déclare froidement que Thorin a déjà rompu sa promesse. Lloyd se relève en titubant, alors Thorin lui ordonne de les attaquer tous les deux, suggérant même qu'ils jetteront le corps de Luke là où personne ne pourra le retrouver. Cependant, Luke maîtrise Lloyd sans effort et tient un couteau à la gorge de Thorin. Au même moment, loin de là, Tart se fait passer pour Mara et se rend chez le même vicomte qu'auparavant. Alors qu'il déchire ses vêtements, des gardes font irruption et l'arrêtent pour trail, il l'arrête pour trafic, à son plus grand choc. Quand l'aube se lève le lendemain matin, les filles se rassemblent autour de Noin et constatent que son visage, autrefois défiguré, a été complètement guéri. Et enfin, Mara quitte cet endroit derrière elle, rejoignant désormais Luke comme membre à part entière de sa famille. Des mois plus tard, Luke assume pleinement son rôle d'Elig au sein de la famille Ballard. Utilisant les enseignements de sa famille, il guérit son frère d'une maladie. Le père remercie Luke et lui remet les documents d'adoption complétés, confirmant que Mara est désormais enregistrée comme membre légitime de la maison Ballard. Quelques jours plus tard, le père rend de nouveau visite, cette fois-ci avec des plans architecturaux pour l'un des entrepôts inutilisés de la compagnie commerciale. Il explique que le bâtiment avait auparavant abrité un magasin d'alcool, mais ses mauvaises performances l'avaient contraint à fermer. Espérant que Luke réussirait là où d'autres avaient échoué, il lui offre le contrôle total sur la réaffectation de la propriété. Luke accepte sans hésitation, promettant de concevoir un modèle commercial bien plus fiable que la précédente entreprise du magasin. Ce soir-là, après être rentré chez lui, Luke dîne avec Tart et Mara. Alors qu'ils sont encore à table, il les informe de la proposition de Ballard et révèle qu'il a déjà décidé du type d'établissement qu'il compte ouvrir. Il expose son concept, une boutique spécialisée centrée sur un produit très désirable destiné principalement aux femmes. Leurs interactions sociales constantes permettraient à l'information de circuler rapidement, comme une traînée de poudre. Il pense qu'ainsi, la boutique pourrait également servir de centre de renseignement discret pour soutenir son travail d'assassinat. Il propose de vendre des cosmétiques, mais Mara fait remarquer que les cosmétiques sont déjà monnaie courante à Noteux, ce qui en ferait un article difficile à vendre. Cependant, Luke se contente de sourire et l'assure qu'il a en main quelque chose d'assez unique pour dominer complètement la demande. Quelque temps plus tard, Luke invite sa fausse mère et son faux père à une démonstration privée du nouveau produit. Ballard arrive impatient et curieux, tandis que sa femme reste ouvertement froide envers Luke, toujours persuadé qu'il est l'enfant illégitime de son mari avec une vulgaire traînée et le déteste cordialement. Luke dévoile ensuite une crème hydratante, une innovation totalement inconnue dans ce monde, et il est certain que cela suscitera un intérêt immédiat. Il explique sa fonction et demande à la femme de le tester personnellement. Bien que sceptique au début, elle l'applique et remarque rapidement la différence sur sa peau. Ce qui commence par de la haine se transforme en pur émerveillement quand elle se voit soudainement transformée en une sorte de Kardashian version petit budget. Ballard demande alors si elle pourrait introduire la crème à son cercle social et elle accepte avec un enthousiasme débordant, déclarant même qu'elle reconnaîtrait publiquement Luke comme son fils si cela lui garantissait un accès continu au produit. Encouragé, Ballard annonce qu'il consacrera les ressources de l'entreprise à une production à grande échelle et exhorte Luke à étendre la main-d'œuvre. Cependant, Luke leur conseille la prudence, car embaucher trop de travailleurs trop rapidement augmenterait le risque de fuite de la formule qu'il a utilisée pour créer la crème hydratante. Ballard demande combien de temps un système de production sécurisé nécessiterait et Luke répond que cela prendra 1 mois. Cependant, il précise qu'un composant clé de la crème repose sur un élément que sa famille d'assassins possède. Bien que cela coûte cher, Ballard accepte de donner son plein soutien à Luke.
Ensuite, Luke rentre chez lui avec Tarte. En chemin, il explique que si ce partenariat enrichira sa propre famille, il n'a aucune intention d'enseigner à la compagnie Ballard comment fabriquer l'ingrédient secret. Être le seul à détenir la recette signifie qu'ils ne pourront jamais être mis de côté. 6 mois plus tard, la boutique de Luke nommée Orna ouvre ses portes et les clients affluent en masse, tous désireux de ressembler à Megan Fox à son apogée. Maha et plusieurs de ses compagnes secourues gèrent les opérations quotidiennes avec une efficacité remarquable, transformant ces jeunes filles autrefois abandonnées en un personnel de boutique des plus compétents. Pendant ce temps, Luke et Tarte observent les foules. Luke admet qu'il ne s'attendait pas à une expansion aussi rapide. Tarte fait remarquer que la réputation du magasin a déjà atteint d'autres nations avec des princesses étrangères désireuses de mettre la main sur la crème hydratante de Luke. Tarte le félicite d'avoir permis à Maha d'employer ses anciennes compagnes, y voyant une preuve de sa grande gentillesse. Mais Luke la corrige, insistant sur le fait que la décision d'embauche était entièrement l'initiative de Maha. Même ainsi, Tarte maintient que seule une personne compatissante aurait pu approuver une telle chose. Ensuite, ils discutent de leurs rivaux sur le marché et de leurs tentatives d'infiltration des ateliers Ballard, soudoyant des employés pour révéler la formule de la crème. Mais malgré tous leurs efforts, personne n'a découvert l'ingrédient crucial. Cette nuit-là, Luke détecte une présence s'introduisant sur son domaine. Plutôt que de décapiter l'intrus lui-même, il laisse Tarte et Maha s'en occuper. Les deux jeunes femmes capturent l'intrus et l'immobilisent solidement dans la cave. Quand Luke inspecte plus tard leur travail, il trouve l'homme maîtrisé et prêt pour l'interrogatoire. Il félicite les filles d'avoir appliqué leur entraînement et observe silencieusement comment elles lui extraient des informations. Quelques jours plus tard, Luke les laisse en charge pendant qu'il voyage pour rendre visite à Dia, poursuivant une tradition mensuelle depuis qu'elle l'a formé. Quand il arrive, Dia le salue chaleureusement. Il passe la journée à revoir ses dernières transcriptions de sorts, à partager des sucreries et du thé et à se tenir mutuellement au courant de leurs progrès. Alors que le soir tombe, Luke repart, promettant de revenir très bientôt. Quand il rentre, Tarte et Maha le rejoignent dans sa chambre et y passent la nuit. Le lendemain matin, au réveil de Luke, les filles le saluent, mais elles sentent une odeur crémeuse. Luke tente vite de se couvrir, réalisant qu'il vient d'avoir un rêve sacrément coquin. Mais les deux filles lui proposent de lui faire un bon vieil exercice de gorge chaque matin pour l'aider, offrant même de se relayer, ce qui laisse Luke gêné. Des mois plus tard, deux amis de Maha rentrent chez elle avec des cadeaux pour Luke quand, soudain, deux voyous surgissent de l'ombre et tentent de les voler. Les filles se figent de peur alors que les hommes s'approchent, mais avant que leurs sales pattes ne soient trop près, Maha surgit et leur sert un combo poulet frit 2 pièces, sauvant ses amis avant qu'elles ne perdent le moindre sou. Son arrivée spectaculaire laisse les filles secouées, à la fois soulagées et admiratives, et l'histoire de son intervention se répand vite dans leur cercle. Le lendemain matin, alors que sa boutique est pleine de clients, Luke observe de loin. C'est alors que Tarte revient de sa mission et présente une petite collection de boutons d'uniforme qu'elle a pris sur des ennemis vaincus comme preuve de ses victoires, après que Luke l'ait envoyé au combat pour l'entraîner. Luke les examine avec une légère désapprobation et remarque sèchement que collectionner des trophées sur des cadavres est le genre de comportement associé aux esprits dérangés. Il ajoute ensuite, d'un ton plus doux, que les récits de ses exploits ont déjà atteint 1000 tillous, car les gens ont commencé à l'appeler la pucelle foudroyante. Tarte rougit de gêne à ce titre et le supplie de ne jamais l'appeler ainsi. Plus tard, la boutique étant le plus grand succès depuis l'invention du Minitel, Luke confie à Maha la supervision de ses finances et la collecte d'informations auprès de la noble dame de haut rang qui adore les potins. Étant le cerveau derrière le magasin, la réputation de Luke grandit avec l'entreprise, lui valant des invitations à des rassemblements organisés par de grands noms, rois et reines, que Luke utilise pour recueillir encore plus d'informations. Plus tard ce même jour, Luke rencontre Maha en privé pour passer en revue les préparatifs de son départ de la ville. Elle rapporte que toutes les dispositions sont prises pour qu'elle gère Hornet de manière autonome en son absence, car la période que Sien lui a accordée pour vivre sous l'identité de Ballard est presque terminée, et Luke a l'intention de reprendre sa vie dans les régions de sa famille. Maha promet qu'avec elle aux commandes, elle élèvera la marque jusqu'à ce que même les méchants de différents animés puissent se procurer le produit. Elle révèle des plans d'expansion avec de nouvelles propriétés à travers la ville et explique qu'un emplacement appartenait autrefois à un homme d'affaires influent. Dès que Luke voit les documents, il comprend pourquoi elle a choisi celui-ci, car lors de son enquête précédente sur le passé de Maha, il a appris que le bâtiment en question est la toute première boutique que son père ait jamais ouverte. Ses parents sont des marchands respectés dont la florissante entreprise est saisie après leur meurtre par un associé qui les a trahis. Plutôt que de chercher vengeance, la jeune Maha fuit son lieu de naissance, terrifiée, craignant d'être elle aussi ciblée.
Luke comprend que récupérer le site est plus qu'une simple affaire commerciale, mais cela fait aussi avancer discrètement leur entreprise tant que les affaires restent sa priorité. Soulagée, Maha promet qu'elle justifiera sa confiance par des résultats. Juste à ce moment, quelqu'un frappe à leur porte et entre les filles que Luke a sauvées, toutes désormais membres du personnel du magasin. Elle présente timidement à Luke un paquet de tisanes comme cadeau d'adieu, le remerciant d'avoir changé le cours de leur vie et exprimant leur tristesse de le voir partir. Luke leur assure qu'il ne les oubliera pas et leur demande de continuer à soutenir Maha et Hornet pendant son absence. Quelques jours plus tard, Maha aide Luke avec les derniers préparatifs pour le voyage de retour chez lui et elle est surprise de voir sa vraie couleur de cheveux alors qu'il s'apprête à laisser complètement sa vie de Balor derrière lui. Quand Tart entre vêtu de son habit de combat familier, ils font une pause pour un dernier échange. Luke rappelle à Maha qu'Orna est désormais entre ses mains et il s'attend à ce qu'elle développe l'entreprise jusqu'à ce qu'elle rivalise avec la Tesla d'Elon Musk. Tart s'excuse doucement auprès de Maha, se demandant si elle envie sa place à ses côtés. Elle tend ensuite à Luke une petite poupée artisanale qu'elle a fabriquée pour qu'il se souvienne d'elle et exprime comment elle a autrefois douté de lui, se rappelant l'enseignement de son père selon lequel la confiance doit suivre la suspicion. Elle dit qu'elle sait que Luke l'a initialement recueillie parce que son mana était utile pour ses missions. Pourtant, malgré ce début sombre, elle lui est reconnaissante d'avoir choisi de la garder. Luke accepte son cadeau, mais le poids de sa confession plane entre eux alors qu'il part. Sur le chemin du retour vers sa famille, la calèche s'arrête soudainement quand une meute de monstres loups surgit. Tart ordonne immédiatement au cocher de s'abriter à l'intérieur et demande la permission d'engager seul. Luke l'accorde et elle saute de la calèche, lance en main et brutalise les bêtes. Au moment où le cocher ose de nouveau jeter un œil, les bêtes sont déjà passées à la casserole. Luke observe ses mouvements de près, notant à quel point elle est devenue plus affûtée et rapide après 2 ans de bataille constante. Après avoir loué son exécution impeccable, il scrute la nature environnante et réfléchit que l'activité des monstres s'infiltrant dans les terres humaines est un signe que l'apparition du héros prophétisé ne peut être loin. Quelque temps plus tard, la calèche entre dans la région de la famille de Luke et avant de retourner au domaine, Luke et Tart s'arrêtent dans les villages. Les habitants accueillent leur jeune maître avec des sourires et offrent de la nourriture en remerciement de la prospérité que son commerce avec la compagnie Ballard leur apporte. Quand la calèche atteint enfin le manoir, Esri se précipite et étreint Luke profondément, exprimant à quel point il lui a manqué et lui interdisant de repartir. Une fois qu'elle le relâche, Esri se tourne chaleureusement vers Tart, la remerciant d'être restée fidèle à son fils têtu. Luke demande ensuite des nouvelles de son père et Esri l'informe que Sien est dans son bureau. Luke s'y rend et à l'intérieur, Sien lève les yeux de son travail, reconnaît son retour et le félicite d'avoir terminé sa dernière période d'entraînement. Il déclare que Luke a mûri pour devenir un véritable adulte et qu'il est fier. Devenant sérieux, Sien explique que l'envoyer vivre comme un marchand sert plus que des objectifs opérationnels, car cela permet à Luke de faire l'expérience d'une vie entièrement différente de celle de leur famille. Selon Sien, Luke possède l'aptitude à réussir dans les 2 mondes, révélant que Balor lui-même est venu le rencontrer. Convaincu que Luke excellerait en tant que marchand, il a exhorté Sien à ce que Luke abandonne complètement l'assassinat. Sien dit qu'il ne s'opposera pas à un tel choix si Luke le désire. Mais Luke lui assure que, bien qu'il ait apprécié son temps en tant que Balor, son identité d'assassin ne sera jamais remplacée. Sien insiste une fois de plus pour avoir une certitude, et Luke répond sans hésitation que vivre en tant qu'Elig Balor le marchand était amusant, mais rester dans ce rôle l'empêcherait d'épouser Dia, la femme qu'il aime, car elle est noble et Elig ne l'est pas. Sien rit de ce raisonnement, mais loue le discernement de Luke et affirme qu'il est libre de poursuivre la voie de l'assassin. L'affaire réglée, Sien confie à Luke sa première mission officielle. Il lui remet le dossier et expose la situation d'un noble corrompu qui vend secrètement des renseignements militaires à des États voisins en échange de stupéfiants. La trahison menace la sécurité nationale et la mort de l'homme est sanctionnée. Sien informe Luke qu'il peut exécuter l'opération par la méthode qu'il juge appropriée. Ensuite, Luke retourne à ses quartiers et expose les détails de la mission à Tart. Il explique que leur cible est le comte Asbavancourt et qu'avant d'agir, il a l'intention de vérifier personnellement si le noble mérite vraiment un couteau dans la gorge. Il compose un court message chiffré organisant l'accès à la résidence du comte, puis l'expédie via des pigeons voyageurs à Maha. Le lendemain matin, Esri surgit dans la chambre de Luke, et quand Luke demande à la vieille homme mégère pourquoi elle est là, elle révèle que les filles lui ont parlé de son désordre crémeux du matin, et elle veut maintenant le voir. Luke lui demande si elle veut vraiment voir le cornichon crémeux de son fils, et la mère bizarre répond que oui. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, Tart arrive pour réveiller Luke pour le petit déjeuner, et alors qu'il est en train de se changer, il repousse sa mère, curieuse de voir son tout-puissant engin. Ensuite, Esri lui présente les portraits de 3 jeunes nobles, l'exhortant à choisir
choisir celle qu'il préfère. Quand il exige une explication, elle déclare joyeusement que la fille qu'il sélectionnera deviendra sa future épouse. Luke rejette l'idée, déclarant qu'il n'a aucune intention de contracter un mariage arrangé. Sa mère est agacée et se plaint de vouloir avoir des petits-enfants dans ses bras avant qu'il ne soit trop tard. Tart endure en silence les jérémiades de cette mère bizarre, mais Luke remarque sa difficulté et lui donne la permission de dire ce qu'elle pense. Soulagée, Tart s'incline poliment devant Esri et dit que la maîtresse de maison agit comme une vraie chercheuse d'attention qui aime exhiber ses arguments sur OnlyFans. Elle ajoute qu'il est trop tôt pour que Luke pense à étendre son domaine, mais Esri rétorque que s'il peut tirer son coup, alors il devrait craquer sans fin et semer sa graine. Soudain, Esri a une idée et propose que Tart elle-même devienne la mère de ses enfants, arguant que la fille possède du mana et n'a aucun des bagages politiques courants chez les épouses nobles. En entendant cela, Tart devient rouge comme une tomate mais ne rejette pas la proposition. Luke intervient avant que la conversation ne dégénère davantage, disant à sa mère d'arrêter de dire des bêtises, mais Esri insiste qu'elle est tout à fait sérieuse et l'accuse d'être cruelle et déraisonnable envers elle. Elle commence à sangloter et essaie de faire culpabiliser Luke, mais les larmes de crocodile n'ont aucun effet sur un mâle alpha comme Luke et il prend mentalement note qu'il doit être froid et sévère chaque fois qu'il a affaire à cette mère. Cette nuit-là, Luke et Tart s'éclipsent du domaine pour commencer la reconnaissance dans le domaine de Vancor. Luke veut apprendre tous les détails possibles sur le comte et les terres sous son autorité. Grâce à leur vitesse extraordinaire, ils atteignent la région au matin. En traversant les villages, ils croisent de nombreux soldats blessés. Luke observe que de telles pertes sont la conséquence d'hommes forcés à des batailles impossibles à gagner. Chez les défaites sont inévitables car leurs stratégies sont vendues à l'ennemi par les nobles mêmes qui ont juré de les diriger. Cherchant un endroit plus calme, le duo prend une route secondaire et rencontre une fille vendant des pots de confiture. Elle leur demande d'en acheter et Tart en choisit un et le passe à Luke. Quand il le goûte, il détruit rapidement le reste du lot et la pauvre fille essaie désespérément de sauver ce qu'elle peut juste au moment où 3 voyous les approchent, demandant pourquoi ils ont détruit les confitures. Avec facilité, Luke et Tart les défont, et Tart se demande si ces hommes font partie du réseau de distribution de drogue. Luke répond qu'ils ne sont que des larbins et que le chef est celui qu'ils doivent cibler. Il se tourne ensuite vers la fille et lui demande discrètement si elle sait ce qui est mélangé aux confitures qu'elle vend. La fille dit simplement que sa mère en a besoin. Luke et Tart l'accompagnent chez elle et ils trouvent de sa mère toxicomane qui explose de fureur quand la fille admet avoir perdu les pots. Alors que la femme semble sur le point de frapper son enfant, Luke intervient et la force à terre, la clouant au sol. La fille essaie d'intervenir, mais Tart la retient doucement et lui demande de regarder. Avec sa magie, Luke la rend inconsciente et explique à Tart qu'il a modifié la physiologie de la femme afin que son corps n'ait plus besoin de la substance. Cependant, la dépendance psychologique demeure, quelque chose qu'aucune de ces techniques ne peut effacer. Ayant vu assez, ils rentrent chez eux juste au moment où une cargaison de cosmétiques Orna est déchargée. Cachée parmi les marchandises se trouve une lettre codée de Maha qui confirme que le comte Vancourt opère bien un réseau de stupéfiants, et avec lui soutenu par des nobles corrompus, Luke décide que c'est un travail pour les assassins. Quelques jours plus tard, Luke et Maha se rendent ensemble à la résidence du comte et Maha en profite pour se blottir contre Luke, disant qu'il lui manque. Maha demande ensuite si sa relation avec Tart a progressé et quand il demande ce qu'elle veut dire, elle lui demande s'il a fait du yoga chaud avec elle. Elle parle de comment Tart ne verrait pas d'inconvénient à jouer les seconds rôles derrière Dia et à être une maîtresse, et comment Maha ressent la même chose. Cependant, Maha dit à Luke que, puisqu'elle contrôle maintenant les cosmétiques Orna, elle va faire en sorte que Luke ne puisse jamais se débarrasser d'elle et n'ait d'autre choix que de tomber amoureux d'elle. Ensuite, ils atteignent la résidence du comte Vancourt sous prétexte de présenter le tout nouveau produit d'Orna à son épouse, et une fois que l'épouse l'essaie, elle demande avec enthousiasme pourquoi ils ont choisi sa maison. Luke répond en douceur qu'il souhaite associer leur marque à l'influence de son mari, et l'épouse accepte. À ce moment-là, Vancourt lui-même entre, et Luke se présente comme Élic Balor et commence à encenser le comte pour sa grandeur, s'assurant qu'il ne soupçonnera rien. Vancourt les remercie d'avoir enchanté son épouse, remarquant qu'elle adore les cosmétiques presque autant qu'elle l'adore lui. Il s'excuse ensuite pour s'occuper de ses affaires, lui faisant ses adieux. Luke se contente d'observer l'échange, absorbant chaque détail. Quelques jours plus tard, Luke assiste à une réception sociale au domaine de Vancourt, et comme d'habitude, les admiratrices se pressent autour de lui. Mais au moment où l'épouse du comte apparaît, exhibant sa nouvelle crème hydratante, les dames se ruent sur elle comme des hommes des cavernes découvrant le feu pour la première fois. Vancourt s'approche de Luke, un verre de vin à la main, et s'excuse légèrement d'avoir capitalisé sur sa popularité pour rehausser le prestige de la fête.
Luke lui assure qu'il ne prend pas offense et change de sujet vers le commerce, mais Vancourt rejette l'idée, affirmant que sa propre entreprise est trop petite comparée à un mastodonte comme la compagnie Ballard. Tout au long de la nuit, il se mêle aux invités, échange des toasts avec Maha et ne perd jamais de vue sa cible. Tard cette même nuit, après la fin des festivités, Luke et Tart se faufilent de nouveau dans la région de Vancourt pour exécuter la mission. De l'épouse du comte, Luke a appris l'habitude nocturne de Vancourt de boire seul sur la terrasse avant de se retirer. De loin, Luke active ses yeux mystiques et vise le comte avec son arme, pensant que, contrairement à sa vie passée, il fait cela non pas comme un simple outil, mais comme une personne qui a pris sa propre décision. Le cœur plein de conviction, Luke appuie sur la gâchette et le comte tombe sans jamais savoir que la mort est venue. Cependant, l'épouse le trouve et la voyant en larmes, Luke se sent submergé par l'émotion, quelque chose que son ancien lui n'avait jamais ressenti, ayant besoin de Tart pour le calmer. Des semaines plus tard, Luke et Tart sont sur un radeau après un entraînement intensif sur une île inhabitée et retrouvent Maha qui les accueille mais les avertit qu'elle a de mauvaises nouvelles. Sur le chemin du retour en calèche, elle commence par une bonne nouvelle. Elle a localisé le trésor divin que Luke lui a demandé d'enquêter. Ne sachant pas ce que c'est, Tart demande. Et Luke explique que de telles reliques d'elle sont des outils qui possèdent des capacités divines que les mains humaines ne peuvent jamais reproduire. Il ajoute qu'elles remontent à des époques anciennes et, selon la légende, ne peuvent être détruites par aucun moyen. Alors que Luke parcourt le dossier détaillé que Maha lui tend, elle précise que l'artefact en question est la légendaire lance magique Gebolg, et son propriétaire actuel est un guerrier nommé Satanta Magnus, également connu sous le titre de Chien de Carnès. Maha a déjà entamé des négociations avec lui pour acheter l'arme, et des rumeurs circulent selon lesquelles Satanta lui-même pourrait être le héros prophétisé, bien que rien ne soit confirmé. Luke demande si elle peut l'obtenir, et elle pense qu'un accord est à portée de main et qu'elle sécurisera la lance pour Luke. Elle passe ensuite aux nouvelles plus sombres, et les informe qu'une guerre civile a éclaté au sein du royaume de Swigil, et que le royaume de Dia a rejoint l'armée royaliste. Luke et Tart sont stupéfaits. Mais Maha n'a pas encore fini et ajoute que la faction rebelle possède un champion formidable qui nettoie le champ de bataille comme un ogre à un buffet à volonté, et ce monstre n'est autre que Satanta Magnus. Le lendemain, Luke apparaît à l'improviste à la résidence de Dia et elle le salue avec des taquineries joueuses, l'accusant de s'ennuyer de ses jolies joues. L'invitant à entrer, elle lui verse du thé et lui demande nonchalamment s'il a apporté des chocolats comme il le fait souvent. Quand il dit non, elle lui demande simplement d'en apporter lors de sa prochaine visite. Luke est confus par son attitude décontractée et l'interroge directement sur la guerre et si elle se passe mal. Dia en rit, insistant sur le fait que sa région reste relativement paisible malgré ce qui se passe dans le royaume de Swigil. Toujours mal à l'aise, Luke insiste, demandant si sa famille a vraiment rejoint les combats. Dia lui dit de ne pas s'inquiéter, lui rappelant que sa lignée est composée de sorciers surpuissants à l'égal de Gojo. Cependant, il refuse de reculer et lui rappelle comment les nobles rebelles ont insulté la famille royale et ont lancé un soulèvement. Dia le félicite en plaisantant de si bien connaître un royaume étranger et dit que si le royaume de Swigil possédait des assassins aristocratiques comme lui, aucune rébellion n'aurait survécu. Luke propose d'organiser un passage sûr pour toute sa famille hors du pays, utilisant son statut des Ligues Balor, mais cette suggestion agace Dia, et elle répond sèchement qu'elle ne veut aucune aide de ce genre et n'abandonnera jamais son peuple dans l'heure de son besoin. Elle déclare qu'il est inutile de s'inquiéter de choses qui la dépassent et insiste pour qu'il l'accompagne sortir. Il essaie de l'arrêter, arguant que ce n'est pas le moment de se divertir, mais elle le repousse et lui fait choisir une robe pour sa sortie. Avec sa couleur de cheveux changée, ils profitent de leur promenade et flânent en ville jusqu'à ce que Luke demande ce qu'elle souhaite manger pour le déjeuner. Alors qu'il commence à énumérer les plats des restaurants voisins, son attention est attirée par un marchand passant menant un cheval. Dia demande ce qui ne va pas et Luke dit qu'il possède un sixième sens pour les guerriers et peut détecter leur présence instinctivement, et il sent que l'homme est un soldat vétéran. Il remarque que toute la ville est remplie de combattants entraînés et Dia explique que la guerre a amené de nombreuses personnes ayant une expérience militaire dans la région pour renforcer les défenses. Alors qu'ils continuent leur petit rendez-vous, Dia aperçoit une boutique proposant un jeu de tir et entraîne Luke à l'intérieur avec enthousiasme. Elle lui demande de lui gagner un ours en peluche, mais lui interdit d'utiliser la magie, qualifiant cela d'injuste. Luke réalise que même sans magie, son habileté rendrait la victoire malhonnête, alors il coach plutôt Dia. Son premier tir rate, alors il lui dit de se détendre et de réessayer. Bien que le deuxième tir rate également, la troisième tentative touche et elle gagne elle-même le prix, ce qu'elle célèbre. Ensuite, elle annonce qu'elle veut des lasagnes, alors ils vont dans un restaurant réputé pour cela.
Pendant qu'ils mangent, Dia remarque qu'elle préfère la cuisine de Luke à toutes les autres, alors il promet de lui préparer un repas la prochaine fois qu'elle visitera sa région. Un instant, son sourire éclatant s'estompe en quelque chose de triste et Luke lui demande ce qui ne va pas. Elle insiste que rien ne va pas et lui fait seulement promettre à nouveau qu'il cuisinera pour elle. Sur le chemin du retour, il rencontre un garçon perdu et Luke fait parler le petit gars en parlant à travers l'ours en peluche comme une marionnette. L'enfant explique qu'il a été séparé de sa mère, alors Dia utilise sa magie pour retrouver la voix de la femme, et ensemble ils les réunissent. Ensuite, Dia conduit Luke à une source chaude isolée, et Luke hésite quand il réalise qu'ils sont seuls dans le bain et qu'elle prépare quelque chose de coquin. Mais Dia refuse de le lâcher et l'entraîne dans l'eau, ils passent un moment à jouer, Dia manque de se noyer, puis ils dérivent ensemble, elle lui parle de sa ville natale adorée, jurant de ne jamais l'abandonner. Elle explique qu'elle attend le retour de son père du champ de bataille et ne peut donc pas partir avec Luke, même pour sa sécurité. Il accepte de respecter ses vœux, mais insiste pour préparer une voie d'évasion au cas où elle changerait d'avis. Dans l'eau, l'ambiance devient intime et ils partagent un doux baiser pour clore leur rendez-vous. Ensuite, Luke s'apprête à rentrer, promettant de revenir la voir, mais Dia lui dit qu'elle sera occupée un bon moment. Alors Luke lui promet de lui préparer ses propres lasagnes, rien que pour elle, et qu'il l'attendra. Tandis qu'il s'éloigne, elle garde un sourire forcé, mais dès qu'il disparaît, son sourire s'efface et elle ordonne à ses hommes d'arrêter de faire semblant. À cet instant, tous les villageois se révèlent être des soldats. Dia avait menti à Luke depuis le début sur la paix de sa ville, ne voulant pas l'inquiéter et désirant que leur dernière rencontre soit un souvenir magnifique. Quelque temps plus tard, Luke est allongé dans un champ, contemplant le collier que Dia lui a offert quand Tarte arrive en courant, porteuse de mauvaises nouvelles. Elle signale un problème et ensemble, ils se précipitent chez eux où ils trouvent les parents soignant un messager blessé. CN informe Luke que l'homme leur a confié une mission et il veut que Luke l'accepte. La mission révélée par CN est d'assassiner la fille du comte Viaconi, et ce n'est autre que Dia Viaconi elle-même, le premier amour de Luke, ce qui le sidère. CN dit à Luke qu'il n'est pas obligé d'accepter la mission s'il ne le souhaite pas et lui révèle la vérité sur ce qui s'est passé. Il explique qu'après la défaite du royaume de Dia dans sa guerre contre les rebelles, le père de Dia a assumé l'entière responsabilité de l'échec. Il a cédé la majeure partie de ses terres et de sa fortune en guise de réparation, mais les rebelles voulaient au plus et avaient des vues plutôt étranges sur Dia elle-même. Tout ça pour éviter plus de bains de sang et de conflits inutiles. Son père accepta que Dia contracte un mariage arrangé avec un prétendant de leur choix et Dia était pleinement consciente de cette décision. Cependant, les soldats loyaux de son père rejetèrent l'idée, attaquèrent l'envoyé royal venu la chercher et se retirèrent avec la famille Viocone dans la forteresse, scellant les portes du château derrière eux. En apprenant cette révolte, la cour royale déclara le comte Viocone instigateur d'une seconde guerre civile et ordonna la mort de toute sa lignée. Luke déduit rapidement que le but ultime de la cour est de mettre fin au conflit en éliminant Dia entièrement. Il exige de savoir qui a commandité leur service et CN révèle que le client est le propre père de Dia, le comte Théo. Le messager, allongé devant eux, est l'un des soldats du comte qui a risqué sa vie pour livrer cette supplique. Cependant, CN révèle que la véritable requête du père de Dia n'est pas l'assassinat de sa fille, mais plutôt une mise en scène de sa mort, afin qu'elle puisse être sauvée et retirée du royaume pour de bon. Le comte a réalisé que même s'il arrêtait la rébellion de son royaume, le royaume continuerait d'envoyer des armées jusqu'à ce que sa ville soit réduite en cendres, car ils ne se reposeront pas tant que la lignée Viocone ne sera pas effacée. Déterminé à sauver sa fille adorée, le comte savait que son seul espoir reposait sur la famille d'assassins. Luke se demande pourquoi CN a accepté une telle mission alors que l'allégeance de leur clan est envers le royaume. Et CN répond simplement qu'il doit une dette personnelle à Viocone. Il ajoute que si Luke refuse, il ira lui-même sauver Dia, mais il sait qu'avec son mana limité, il n'arrivera pas à temps. Luke pèse les conséquences avec soin et après s'être souvenu qu'il n'était autrefois qu'un outil émotionnel, il refuse de répéter la même erreur. Au final, l'amour l'emporte et il accepte la mission même en sachant qu'il trahit son royaume. CN le félicite d'avoir plié ses principes pour sauver la femme qu'il aime et révèle qu'il a fait la même chose autrefois. Luke est surpris car toute sa vie, il a connu son père comme un homme de principe. CN révèle alors que la seule fois où il l'a fait, c'était pour sa mère, Esri, qui, il le révèle, fait aussi partie de la famille Viocon, ce qui signifie qu'en réalité, Dia est la cousine de Luke. Ensuite, Luke se prépare à se rendre sur le territoire de Vaiaco à des centaines de kilomètres. Cependant, Tarte demande à l'accompagner, et même si elle sait que son mana n'atteindra pas leur destination, elle veut l'aider à le transporter et à économiser son mana autant que possible. Utilisant la magie du vent que Luke lui a enseignée, elle le tire derrière elle, le transportant à une vitesse digne de Flash.
Luke est stupéfait de voir jusqu'où elle est prête à aller pour lui, mais s'inquiète de l'effort que cela lui coûte. Cependant, Tarte ne montre aucun signe de préoccupation face au fardeau qu'elle doit porter. Car tout ce qu'elle désire, c'est lui être utile. Dès le début, elle a compris que Luke l'avait recueilli en raison de son pouvoir et de sa capacité à utiliser le mana. Cependant, elle sait aussi qu'il lui a sauvé la vie et lui a offert un avenir qu'elle n'aurait jamais eu autrement. Pour cette raison, elle n'hésite pas à se dire que sa vie lui appartient. Alors qu'il file, la pluie commence à tomber à verse. Luke lui crie d'arrêter et de préserver ses forces, mais elle refuse et continue d'avancer. Elle ne ralentit pas même quand l'épuisement la submerge et ce n'est que lorsque son mana est épuisé qu'elle s'arrête, le contre-coup la projetant en arrière. Luke la rattrape avant qu'elle ne touche le sol, la remerciant de l'avoir portée si loin. Tarte lui demande de promettre que quoi qu'il arrive, il reviendra avec Dia vivante, et Luke promet. Il part ensuite seul vers Viocon, et l'instant où il disparaît de sa vue, Tarte fond en larmes, car malgré tout, elle est amoureuse de lui, et cela la ronge de savoir que son cœur appartient uniquement à Dia. Des heures plus tard, Luke atteint sa destination et s'arrête pour évaluer le champ de bataille. Il compte que l'armée royale compte environ 1500 hommes, tandis que les défenseurs de Viacom en ont à peine 200. Il constate que les assaillants possèdent aussi bien plus de mages, mais étrangement, ils n'ont pas réussi à entrer dans la ville. Rejoignant le combat, Luke se déplace vers un point d'observation dissimulé et assemble son fusil. Un par un, il commence à éliminer les utilisateurs de magie royaux et il panique. À leur insu, Dia elle-même tirait depuis le château, donc l'apparition soudaine d'un second tireur invisible les déconcerte complètement. Luke rend la situation encore plus chaotique en balançant des pierres de phare chargées de mana dans leur formation, leur donnant un avant-goût de ce que sont les grenades. Saisissant l'occasion, les forces de Viacon chargent l'armée royale et une bataille rangée éclate sur le champ. Au milieu du tumulte, Luke se glisse vers le périmètre du château et la vue d'un cadavre lui donne une idée. Utilisant ses yeux mystiques, il trace le chemin le plus sûr à travers le chaos vers la chambre de Dia. Enfin, il atteint la porte et la déverrouille discrètement. Dès que Dia voit l'homme qu'elle aime, elle court droit dans ses bras, heureuse qu'il soit revenu. Remarquant à quel point Luke et Dia se serrent l'un contre l'autre, le comte s'avance avec un sourire soulagé et dit qu'il est heureux que sa fille soit entre de bonnes mains. Il explique que ses propres soldats les ont enfermés dans la chambre après avoir réalisé qu'il était sur le point de se rendre à l'armée royale. Luke demande ce qu'il compte faire maintenant qu'une chance s'est présentée. Le comte dit qu'il ira au combat et attirera toute l'attention sur lui puisque c'est lui que l'ennemi désire le plus. Puis, une fois ses alliés retirés en sécurité, il s'éclipsera et se cachera jusqu'à pouvoir riposter un jour. Luke approuve le plan et ajoute sa touche. Il mettra le feu à la pièce et mettra en scène la scène pour faire croire que Dia, désespérée, s'est ôté la vie. Pour rendre le tout crédible, il traîne un soldat mort pour servir de double carbonisé, et le comte loue son idée de génie. Luke dit ensuite à Dia d'ouvrir la fenêtre vers le champ de bataille et de crier qu'elle n'appartiendra jamais à personne. Elle s'apprête à le faire, mais juste au moment où elle va crier, les instincts de Luke hurlent au danger, le même sentiment qu'il avait eu dans sa vie passée lorsqu'il fut trahi. Lui faisant confiance, il active ses yeux mystiques et scanne en dessous. Là, il aperçoit le héros prophétisé, Satanta Magnus, brandissant l'arme divine Gabald. Au moment où Luke comprend ce qu'il s'apprête à faire, son pouls s'emballe. Satanta lance la lance et elle déchire tout sur son passage en volant vers le château. En un instant, Luke lance un sort pour la ralentir et plaque Dia au sol. La lance s'écrase dans la chambre avec une force dévastatrice. Pourtant, l'arme elle-même reste intacte. Elle rebondit et retourne vers Satanta comme le marteau de Thor. Grâce à sa vision mystique, Luke voit Satanta déborder de mana et il crée rapidement un canon. Il crie à Dia et au comte de se couvrir les oreilles et d'ouvrir la bouche, puis tire droit sur Satanta. L'explosion est énorme, mais quand la fumée se dissipe, Satanta est toujours debout et malgré le sang qui coule sur son visage, le monstre sourit et dit que ça faisait longtemps que rien ne l'avait blessé. Luke réalise qu'il possède une compétence de rang S, Berserk, qui décuple sa magie et sa force par la rage, comme un certain Guts. Satanta interpelle Luke et lui offre un choix, soit regarder tout le monde mourir, soit l'affronter en combat singulier comme un chevalier. Il jure que si Luke parvient à gagner, il se retirera et n'attaquera plus jamais les terres de Viacom. Dia supplie Luke de refuser, mais il reste silencieux, réfléchissant vite. Il sait que Berserk, combiné à son Gabald, rend Satanta presque imbattable, et dans un duel loyal, Luke n'a aucune chance de gagner. Cependant, Luke choisit d'accepter le duel, et Dia hurle d'horreur. La voyant en pleine agonie, Luke admet qu'il perdrait au combat, mais lui dit calmement qu'il survivra. Invoquant un dispositif ressemblant à une bombe, il dit qu'il n'est ni un chevalier, ni un héros, mais un assassin, et qu'il mettra fin à la bataille comme tel. Il utilise ensuite la magie pour envoyer la bombe ailleurs, et demande
demande au comte de l'accompagner pour rencontrer Satanta, disant qu'il a besoin de sa présence lorsque Luke assassinera Satanta et mettra fin à la guerre civile. À leur approche, les soldats de Biocon reculent pour éviter l'affrontement. Le visage de Satanta s'illumine à la vue d'un challenger et il exige de connaître le nom de Luke. Luke répond qu'il s'appelle Ferry Marconi pour cacher sa véritable identité et remarque que les blessures précédentes de Satanta sont déjà guéries. Alors, il demande si Satanta se retirera vraiment si Luke gagne, et Satanta jure sur la vie de sa mère qu'il le fera. Avec une confiance totale, Luke promet que Satanta ne vivra pas pour voir demain, ce qui fait rire le berserker amusé. Ensuite, Satanta ordonne à ses soldats que s'il perd, l'armée doit honorer son vœu et battre en retraite. Il dit ensuite à Luke de commencer, mais Luke retarde le combat, demandant à Satanta d'éloigner toutes les troupes pour que personne d'autre ne soit pris dans son mouvement ultime. Ne voyant aucun problème, Satanta accepte, et le comte fait de même, mais non sans souhaiter bonne chance à Luke. Maintenant, seuls tous les deux, Luke sort son couteau et présente une pièce, disant qu'ils commenceront quand elle touchera le sol. Satanta accepte, et alors que la pièce commence à descendre, ils se préparent tous deux à s'arracher les yeux, tandis que la déesse observe, amusée depuis les cieux, témoin de l'évolution de Luke. Mais au moment où elle tombe, l'appareil que Luke avait préparé plus tôt dévale du ciel comme une étoile filante, explosant comme Fat Man au Japon. Dans sa vie précédente, Luke connaissait une super arme appelée le bâton des dieux, et utilisant la magie apprise dans ce monde, il a recréé cette arme de destruction massive pour vaincre le berserker maniant la lance. L'explosion est cataclysmique et l'onde de choc projette Luke dans les airs, le forçant à amortir l'impact avec de la magie, s'écrasant contre un mur en ruine mais survivant. À travers une vision floue, il est sûr d'avoir gagné le combat, mais il s'effondre. Puis Luke se réveille, Dia l'appelant par son nom, et quand elle voit ses yeux s'ouvrir, elle se jette sur lui, soulagée. Elle le remercie de les avoir sauvés et lui demande pourquoi il a tout risqué pour une guerre qui n'était pas la sienne. Luke répond simplement qu'il lui avait promis de toujours venir quand elle aurait le plus besoin de lui, et en entendant cela, elle promet de le lui rendre. En regardant autour du champ de bataille, Luke voit qu'il n'y a aucun survivant d'ennemi, donc ils ne peuvent plus simuler sa mort. Dia est d'accord, mais aucun des deux ne semble s'en soucier, et au lieu de cela, Luke l'attire dans un baiser qu'elle lui rend avec joie. Des jours plus tard, Luke rentre chez lui avec Dia, tandis que son père et ses partisans quittent les terres de Viocon pour chercher refuge ailleurs. Dans la famille d'assassins, ils décident que Dia sera présentée publiquement comme leur fille, étant donné qu'elle ressemble à Esri. Son identité sécurisée, Céline les informe que le héros est apparu dans leur royaume, et Luke est stupéfait, réalisant que son ogive littérale a été gaspillée sur un clochard sous stéroïdes qui se balade avec une lance. Il ajoute qu'avec l'émergence du héros, cela signifie que le roi démon suivra bientôt, et il a besoin que Luke soit sur ses gardes, étant donné que c'est leur travail d'assassin de se débarrasser de menaces comme celle-là quand c'est nécessaire. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Assassin Charmeur. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.